Bienvenue à tous et à toutes. Je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, je vais la laisser à mes collègues. Heu, Vous avez eu donc le programme, synthétique, d'aujourd'hui. Donc ce webinaire, c'est une initiative, qui est, coportée par, le réseau des tiers-lieux en Grand Est, le réseau rural Grand Est et la Fédération des familles rurales et je vais laisser mes collègues se présenter. Pour le réseau, des tiers-lieux en Grand Est, on est un réseau, indépendant associatif, de tiers-lieux de la région, qui compte, plutôt, dans sa grande majorité, des tiers-lieux, sous format associatif ou coopératif et qui s'est organisé depuis 2 ans pour essayer de travailler la coopération entre nos projets, l'échange, de bonnes pratiques et puis aussi de porter finalement la voix d'acteurs, qui sont, installés, depuis, un certain temps. On est un réseau de tiers-lieux en activité, heu, sur une question qui, prend de plus en plus, de place, dans, le débat public, ou en tout cas dans le débat, des acteurs, publics et des acteurs associatifs. On compte pas mal de tiers-lieux en milieu rural puisqu'on est une région fortement, rurale, du coup, c'était un peu une évidence, d'aller proposer quelque chose là-dessus et puis intéressant à creuser parce que, heu, finalement, les questions qu'on discute beaucoup dans les tiers-lieux, c'est, des questions de résilience, territoriale, de, recréation de liens social, c'est la dimension, finalement, de transformation, sociale et territoriale, de nos projets et en milieu rural, elle est particulièrement vivante, puisque c'est des territoires où les choses sont un peu plus petites, les transformations, elles se voient plus vite, les projets ont plus d'impact sur leur territoire et puis aussi parce que c'est des territoires qui rencontrent, des problématiques spécifiques sur, l'alimentation, le développement économique, le lien social. Donc voilà, c'était intéressant d'aller creuser ça. Un petit mot sur la méthodo, aujourd'hui. Sur la première partie, on sera dans un format plutôt classique de 3 interventions avec, des échanges, avec vous et puis sur la deuxième partie, on vous proposera un exercice, où on vous demandera un peu plus, d'implication, d'essayer de travailler sur, ce que c'est que ce qui balise le parcours d'installation, d'un tiers-lieu en milieu rural, et puis de pouvoir aussi échanger un peu sur la façon, dont on imagine, sur les acteurs sur lesquels on peut s'appuyer, sur la façon d'aller chercher, des expériences et de l'accompagnement. Je vais laisser la parole, à Louise, et Clémentine pour le réseau rural. Oui, bonjour tout le monde. Donc, nous, Clémentine et moi, nous sommes un binôme. Nous sommes animatrices du réseau rural Grand Est. Alors, pour ceux qui et celles qui ne connaîtraient pas encore, un rapide mot. Donc, le réseau rural, c'est une initiative de la Commission européenne, hein. Donc, on a bien un échelon au niveau européen, au niveau de chaque État membre, et ensuite les réseaux ruraux régionaux. Donc, cela, c'est des initiatives aussi, des possibilités de créer un réseau au niveau régional, mais non obligatoire. Euh, Nous, en fait, le réseau rural, il faut le voir vraiment comme un outil au service des acteurs du monde rural en Grand Est. On est un centre de ressources et on essaye de mettre en lien, de créer des partenariats pour faire connaître et valoriser les projets dans le monde rural. Voilà, on est aussi une porte d'entrée quelque part de la ruralité en Grand Est, notamment lorsqu'il s'agit de possibles subventions européennes. Donc, n'hésitez pas à venir frapper à notre porte. Voilà, et je laisse la parole à Dorothée. Bonjour, merci. Bonjour rebonjour à toutes et tous. Donc je fais partie de la fédération, nationale, famille rurale. Donc juste pour, vous redire, nous sommes un mouvement d'éducation populaire, un mouvement 1er mouvement familial avec, 1 850 associations, sur tout le territoire, en métropole et en outre-mer. Et en fait, à ce titre, on conduit depuis, 2018 une expérimentation sur des fonds, européens du FEADER, autour de justement la création de tiers-lieux en milieu rural et le réseau, rural, Grand Est est, un de nos partenaires.
Juste pour vous dire quelques mots sur cette expérimentation, donc, qui a débuté en 2018 avec 25 sites. Aujourd'hui, enfin à l'automne en tout cas 2021, on est sur 39 expérimentations sur 8 régions et 22 départements. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui est autour de l'expérimentation. Et d'ailleurs, deux de nos projets sont ici présents. Et puis, bien sûr, de la capitalisation et enfin, tout au fil du projet délivrable, mais surtout une formation en ligne, donc un MOOC qui va être opérationnel, qui est en test aujourd'hui avec une promotion de 12 porteurs de projets à la fois avec à peu près 50% de tiers-lieux famille rurale et de projets aussi externes au réseau. Donc, il va être opérationnel pour septembre 2022. Voilà, pour faire rapide. Et donc, quelques représentants, j'ai vu se glisser du réseau famille rurale Grand Est sont ici présents. Bonjour à vous. Voilà. Merci Dorothée. Avant de laisser la main à nos participants, on vous propose de répondre très rapidement à un sondage qui nous permet de voir un petit peu, de situer un petit peu comment vous positionnez par rapport à cette question-là. Et pendant que vous répondez à ce sondage, je me prépare à vous partager rapidement sur une carte la situation des 3 tiers-lieux qui vont intervenir. Et je précise que pour la seconde question, vous pouvez choisir plusieurs choses. Ça aurait été trop cruel de vous demander de trancher. Jérôme, j'ai l'impression que tu ne peux pas répondre. Alors, On ne peut pas cliquer sur oui ou non. En fait. là, ça marche pas? Si, ça commence à Là, c'est venir. bon. Si, c'est bon. Il y a eu un bug, c'est bon. Je vais couper le sondage. Donc, si jamais vous étiez en train de répondre, je vous laisse encore quelques secondes. Et fini. Alors, eh ben, je m'attendais, j'avoue, à plus de non sur la première question, mais tant mieux. C'est bien, on aura plein de cas concrets à partager. Ok, on voit que le lien social, clairement, c'est la valeur phare avec les communs juste derrière. Bon, bah, on n'a pas trop mal trouvé le nom de notre webinaire. Donc. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Et comme promis, les 3 tiers-lieux qui interviennent. Alors, tac.
Du coup, on va débuter par, voilà, tu nous partages C'est pour ça. quand même, parce que je pense qu'on n'a pas que des gens du Grand Est. Alors, c'est C'est toujours ça. bien de Donc le Grand refaire. Est, C'est c'est ça. cette région qui s'étend de Reims à Langres de ce côté-là jusqu'à Mulhouse et qui borde de ce côté-là toute la frontière avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la Suisse. Et donc ces 3 tiers-lieux qui sont milieu rural, qui sont plutôt sur la partie ouest de la région, qui est encore plus rurale que sa partie est, à Commercy, à Châteauvillain dans la Haute-Marne et à Poitéron dans les Ardennes. Et puis ils vont pouvoir vous présenter eux-mêmes un peu plus en détail l'endroit où ils sont et puis ce qu'ils font. Très bien. Alors maintenant, il s'agit que j'arrive à arrêter. Ouais. Merci Jérôme. On va débuter dans le vif du sujet avec Anne-Laure. Anne-Laure Lemaire, ça y est, je la vois. Qui nous vient donc de Simone, donc à Châteauvillain, effectivement en Haute-Marne. Alors rapidement, et puis elle va nous présenter. Simone, c'est un tiers-lieu qui a été labellisé Fabrique de territoire en 2020. Et donc, j'ai été regarder ce que je ne connaissais pas directement. Et donc, c'est vrai que depuis 2015, la dynamique est en place et vous regroupez des artistes et des habitants. Donc autour de 3 champs d'action qui est le champ artistique et culturel, les services aux habitants et puis tout ce qui est autour de l'expérimentation, de l'économique, et social. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont quand même situés dans les anciennes, usines de bottes, Le Chameau. Donc voilà, donc avec toute cette, dynamique, autour de valorisation du patrimoine. Donc Simone, un camp d'entraînement artistique. Je vous laisse la parole, Anne-Laure, donc pour nous présenter cette dynamique, ce projet qui se met en place à Châteauvillain. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Effectivement, on est sur un ancien site industriel sur lequel on est arrivé assez par hasard, je dirais, parce que moi, mon métier, c'est metteur en scène et comédienne. Et je suis installée en Haute-Marne depuis 2008. Mais je cherchais, moi au départ, avec ma compagnon, on cherchait des endroits pour stocker du matériel, des décors et des trucs qui traînaient dans des granges à droite à gauche. Et c'est vraiment par hasard que je suis tombée sur ce site, en ayant entendu parler, parce que c'était à 20 minutes de chez moi, en gros. Mais il y avait au départ absolument pas d'idée de créer un tiers-lieu, même si je savais, enfin voilà, c'était pas du tout le sujet, quoi. C'est vraiment la rencontre avec les locaux, les bâtiments, les espaces disponibles, le fait que en fait c'est propriété de la communauté de communes, c'est la communauté qui a racheté les locaux quand l'usine a fermé, dans l'idée de louer ou de louer des bâtiments à des artisans ou des entrepreneurs, et à des tarifs en fait qui étaient complètement abordables, quoi. Et c'est en rencontrant les espaces et puis assez vite en discutant aussi avec des gens qui vivaient à Châteauvillain que j'ai compris aussi l'ampleur symbolique et économique de ce site dans le village et dans le canton, et où assez vite c'était évident de se dire que c'était impossible de privatiser cet endroit pour juste un projet artistique, quels que soient les besoins qu'on pouvait avoir, parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'équipements artistiques et culturels, il y a très peu d'endroits de travail pour notamment le spectacle vivant. En fait, il n'y a pas de lieu de répétition, enfin, c'est très complexe. Du coup, il y avait vraiment ce besoin-là qui trouvait à pouvoir s'incarner en se disant mais c'est génial, en fait, on va pouvoir, on va pas pouvoir stocker des décors, on va pouvoir avoir une salle de répétition, en fait. Donc c'était ça le point de départ, c'est-à-dire de comprendre que c'était un endroit où on allait pouvoir faire une salle de répétition, stocker nos trucs, inviter d'autres, enfin partager cet endroit avec d'autres artistes qui pouvaient venir de notre territoire et couvrir des besoins qui n'étaient pas couverts,
et faire venir des gens d'ailleurs et proposer du coup des pratiques aux gens. Donc ça a été ça la porte d'entrée. La deuxième étant cette prise de conscience de l'ampleur en fait symbolique du lieu, et du coup le désir qui est venu tout de suite avec, de se dire qu'il fallait que ça redevienne un lieu du quotidien pour les gens, et que on est tous conscients de ce qui nous manque souvent dans nos campagnes, c'est-à-dire c'est des endroits où on peut faire du lien, de se retrouver, avoir accès à toutes sortes de services sans faire des milliers de kilomètres pour chaque chose. Et, c'est ça, en fait, qui a bouillonné dès le départ. Ce qui a permis d'incarner les choses, c'est que pendant les 2 premiers étés, on a lancé des ateliers de création artistique sur l'été, puisque les bâtiments n'étant ni chauffés ni isolés, on pouvait faire des choses que l'été. Mais en gros, on a fait des projets. J'ai invité une compagnie brésilienne, donc ils sont venus à 8. Et l'idée, c'était de créer un spectacle sur la question de la relation à l'étranger, aux migrants, parce que c'était déjà à l'époque un sujet. Et il a fallu loger ces Brésiliens. Et on a choisi d'aller enquêter aussi auprès des habitants pour connaître voilà, qu'est-ce qu'ils avaient, eux, à dire précisément sur ces questions-là. Et c'est vraiment cette aventure artistique-là qui a créé le premier cercle d'habitants qui se sont vraiment impliqués dans ce que Simone allait devenir, en fait. Parce qu'ils ont pris la parole, parce que le spectacle a été composé à partir de ce qu'eux avaient à dire, et parce qu'ils ont hébergé des artistes, donc eu une relation quotidienne de complicité, etc., avec des gens. Et 2 expériences de ce type-là, les 2 premiers étés, en fait, ça nous a permis de sentir, plutôt que de vérifier, mais de vraiment sentir que l'intuition était juste, qu'il y avait vraiment matière à développer des choses, à réunir, à rassembler. Et au départ, on a fonctionné avec 2 associations, c'est-à-dire qu'il y avait ma compagnie de théâtre d'un côté, et de l'autre côté, il y a une association d'habitants qui s'est créée très vite, parce qu'on s'était dit, bon, c'est simple, nous, on prend en charge la question professionnelle, artistique, les résidences, l'accueil, les ateliers de pratique en direction des habitants, les stages, etc. Et l'assoce à côté prend en charge vraiment tout ce qui est convivialité, lien social. Donc, on a mis en place des marchés de producteurs parce qu'il n'y en avait pas. On a lancé un café associatif. Puisqu'on avait un café et un marché, on s'est dit qu'on pouvait très bien faire un dépôt-vente, donc une épicerie à partir des produits de ces personnes qui venaient sur le marché. Parmi ça, il y a une Anglaise. Du coup, on se dit, Sarah qui avait envie d'organiser des ateliers de conversation en anglais. Il y a des gens qui spontanément sont venus nous apporter des gaufriers à réparer. Donc, ok, on va réparer les gaufriers. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Et finalement, c'est en 2019, au moment où on pensait que c'était clair qu'il fallait qu'on ancre un fonctionnement comme ça à 2 têtes du projet, qu'on a compris que ce qu'on faisait, c'était un tiers-lieu, que du coup, on a compris que l'identité profonde du projet, c'était l'hybridation de plein d'activités, mais dans une seule entité, en fait, c'était vraiment ça. Et ça a été renforcé, cette prise de conscience, par le fait que pendant les 3-4 premières années, nos interlocuteurs institutionnels ne comprenaient pas ce qui se passait, en fait, en tout cas du côté de la culture. Mais Anne-Laure, vous faites de la mise en scène, vous ne faites pas un café associatif, quoi. Ça rentrait, ça collait dans aucune case. Et en fait, c'est en prenant conscience que c'était un tiers-lieu, que du coup, d'un seul coup, on rentrait dans les cases d'une certaine manière, de se dire, bah oui, en fait, c'est ça. Et on l'a d'autant mieux compris qu'on a rempli ce dossier Fabrique de territoire qui venait de sortir, et qu'on a eu ce truc-là, en fait. Et c'est arrivé à un moment où finalement, les choses évoluaient pas mal aussi du côté par exemple, de la DRAC, qui est le ministère de la Culture en région, qui commençait aussi à sentir, en fait, ce qui se passait, et de comment ils pouvaient soutenir la région, et puis aussi le département. Enfin, les choses se sont ensuite enclenchées comme ça, parce que nous, on est comme arrivés au bon moment, en fait, en ayant expérimenté les choses, et puis en ayant eu l'occasion qu'elles puissent s'incarner, et en ayant la possibilité de trouver, au bout de 2-3 ans, des financements qui étaient autres
que des financements d'amorçage ou des prêts de France Active, mais qui étaient vraiment des financements de confiance, de gens qui disaient « Ok, on voit ce que vous faites parce qu'on a des éléments concrets et on est prêt à parier sur ce que ça peut continuer à être, donc en faisant des conventionnements sur plusieurs années pour soutenir le projet. » Et nous, les obstacles principaux en fait, auxquels on est confronté, c'est il y a le côté un peu de défiance ou méfiance qu'il peut y avoir par rapport aux artistes. Ça existe toujours. Ça a été finalement assez léger, je dirais. Mais il y a un peu un côté, c'est un truc d'artiste, donc c'est pas trop pour nous, c'est un truc un peu bizarre, etc. Et après, il y a la question des bénévoles, quoi, puisque nous, on a une quinzaine, un noyau assez fort vraiment dans le premier cercle de bénévoles qui sont présents, qui sont fondamentaux, en fait, mais qui sont des personnes à la retraite. Et on se rend compte qu'on a du mal à mobiliser des personnes plus jeunes. Avec l'évolution de la structure, on est confronté aussi à ces questions-là, entre salariés et bénévoles, de trouver le juste équilibre voilà, de fonctionnement, d'organisation, et de comprendre, en fait, c'est vraiment nous l'axe là maintenant, comment on arrive vraiment à rencontrer les gens qui sont physiquement le plus proches de nous, qui ne sont pas les gens qui sont venus spontanément, qui ne sont pas les gens qui sont venus dans un deuxième temps parce qu'ils trouvaient un intérêt à faire des activités ou bénéficier de certaines choses qui se passaient ici, que ce soit des permanences d'accompagnement numérique, des choses comme ça, mais qui sont des gens qui continuent à se dire que ce n'est pas un endroit pour eux, et d'être sûr que c'est pas une méprise, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens, ça les intéresse pas et c'est absolument légitime, mais que si nous, on pouvait contribuer à quelque chose, et notamment, je pense aux femmes qui sont dans la précarité ou l'isolement, parce qu'on est beaucoup confrontés à ça, comme dans beaucoup de campagnes, qu'on ne se passe pas à côté pour des mauvaises raisons, quoi. Donc, on a lancé tout un travail de recherche-action autour de ça. Ok. Ah, voilà. ok. Merci beaucoup. Voilà, il y a plein de questions. On va en prendre quelques-unes. Déjà, pour commencer, pourquoi Simone? Il n'y a pas de raison rationnelle ou vraiment... en fait, parce que c'est un endroit qui a une âme, quoi, qui est hyper vivant dès qu'on est arrivé. Enfin, c'était clair, ce truc-là. Du coup, il y avait envie de quelque chose d'un peu chaleureux, d'incarner, en fait, et pas simplement la D'accord, fabrique. une personne. Ouais. Ouais, ok. Du coup, aujourd'hui, il y a toujours 2 associations. Non. Voilà, une seule entité en termes, justement, Ouais. de gouvernance. Sur quel Alors, du modèle coup, vous êtes aujourd'hui? maintenant, c'est une association, c'est-à-dire que le jour où on s'est réunis pour entériner le fonctionnement à 2 associations, on est sorti avec une association qui est donc Simone, c'est vraiment la fusion symbolique des 2 autres, les Amis de Simone et de la compagnie Niévième. Et c'est une association 1901 avec un bureau, un conseil d'administration et des commissions thématiques. OK. C'est ça le OK, très fonctionnement. bien. Et aujourd'hui, parce qu'en préambule, vous nous disiez que c'est le site est une propriété de la communauté de communes, donc j'imagine toujours. Et vous êtes locataire On est d'accord, comme locataire, ouais. On a une convention de mise à disposition avec un bail, et nous, qui est un peu moins cher que si c'était un bail commercial. Donc nous, il y a une partie qu'on peut valoriser dans nos budgets comme ça. OK. Sur votre modèle économique, alors, vous avez parlé de fonds d'amorçage, justement, ces 3 premières années, qui sont souvent sur ces fonds-là. Concrètement, quels étaient-ils? Alors on aura un temps, hein, sur les fonds, mais, si vous pouvez nous les Nous, on a eu expliquer. deux fois, on a eu France Active au moment où c'était encore la Mmh. compagnie Niévième, donc, parce qu'on avait dépensé les subventions artistiques en achetant de la peinture. Enfin, du coup, il y a un moment où on n'y arrivait plus. Du coup, France Active nous a prêté de l'argent. Je pense que c'était sur 2 ans et je crois que c'était 10 000 euros qu'on devait rembourser en 2 ans. Ah Et OK. en 2019, l'année de constitution de Simone, il y a eu un deuxième prêt de France Active, je crois, de 15 000 euros, pareil, qu'on doit rembourser en 2 ou 3 ans. OK.
Ok, c'est- Sur ah oui, sur le bail, juste on revient un petit peu en arrière, c'est quel type de bail pour exercer les activités économiques du coup? Nous, c'est une convention de mise à dispo, c'est Dispo- pas un bail c'est commercial. D'accord, c'est juste une convention de mise à Ouais, dispo de la Comcom. Ok, ouais. entendu. Ouais, c'est plus clair. Ok, donc vous parliez justement de ce travail entre salariés et bénévoles. Aujourd'hui, vous avez des salariés, du coup, et combien? Ouais. Alors Comment nous, ça se... on est 6 depuis assez peu de temps parce que on a fonctionné. En fait, j'essaie de dire pas de bêtises. Le premier poste, il a été cofinancé grâce à l'initiative territoriale de la région, donc, qui est une initiative territoriale qu'on a déposée conjointement avec la communauté de communes et qui a permis de cofinancer en fait entre Simone, la CC3F et la région un poste à mi-temps pour quelqu'un qui s'occupait du développement, qui a été chargé du développement et qui aujourd'hui est chargé de l'administration et du développement. Donc, il n'y a plus l'aide de la région, mais le poste continue à D'accord. exister. Moi, mon poste en direction, il a été créé en avril 2020, donc sur un mi-temps, ce qui est possible parce que je suis intermittente du spectacle, donc ça donne aussi une Donc, flexibilité qui n'est pas toujours possible voilà, pour d'autres cas de figure. Et l'année dernière, on a embauché une jeune fille qui est venue en stage chez nous sur du graphisme et qu'on embauche pour de la communication en relais, en soutien une journée par semaine. Il y a Chantal qui vient pour faire 15 heures de ménage par semaine. Et depuis janvier, on a embauché quelqu'un à temps quasi plein comme cuisinière, parce qu'on a ouvert une cantine tous les midis, du lundi au vendredi, on fait à manger pour les habitants, les artisans, enfin tous les gens qui veulent venir manger ici, parce qu'il n'y a pas en fait d'offre de restauration dans le secteur, voilà. Et on a embauché à mi-temps quelqu'un pour l'accueil qui prend les réservations, voilà, qui accueille les clients du restaurant, etc., qui fait le service. Voilà, très bien. Eh 100% ben, féminin, mais 100% féminin. Ouais, 100% d'accord. féminin, c'est pas une volonté. Il se trouve que C'est c'est pas une comme ça. volonté. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup. On va être obligé, moi j'aurais plein de questions également, mais on va être obligé de passer aux autres pour pouvoir après se garder un temps Merci, d'échange sur les 3 expérimentations, sur les 3 projets. Merci beaucoup, Anne-Laure. merci, merci. Oui, du coup, je vais prendre la suite. Moi, je vais vous présenter Benoît Martin, qui est sur le tiers-lieu de Commercy. Alors, avant peut-être de lui laisser la parole, 2-3 mots sur ce que j'ai aussi compris du tiers-lieu de Commercy. Donc, Commercy, commune de 5000 habitants, hein, un tiers-lieu qui a ouvert en 2020, qui est porté par la Maison familiale et rurale. Et au service, au départ, l'idée de départ, c'était le projet alimentaire territorial, il me semble. Mais vos actions, vos activités se sont étendues. Donc, Benoît va nous en dire un peu plus sur le tiers-lieu, sa genèse, comment s'est construit le collectif et quelles sont aujourd'hui, du coup, vos pistes de développement, s'il y en a encore, et les questions qui restent en suspens. À toi, Benoît. Bonjour à tous. Alors, le tiers-lieu, au départ, ça a été une découverte, notamment par le biais de Famille Rurale. Et on s'est un petit peu posé la question de comment allait s'articuler ce tiers-lieu. Alors, le premier collectif qui a été membre, acteur, participant, je ne sais même pas encore aujourd'hui comment on peut dire du tiers-lieu, c'est un collectif de producteurs locaux. Donc, ce collectif de producteurs locaux est apparu suite à la disparition ça s'appelait La Vie Claire, d'un magasin où on pouvait trouver des produits du terroir. Donc, effectivement, on a fait des marchés du terroir et on en est arrivé en questionnement avec le projet de l'association de faire une cuisine centrale à est-ce que ça serait cohérent de faire un projet d'alimentation territoriale sur notre territoire. Donc, on a travaillé dans ce sens pendant un moment en continuant à faire
nos rencontres et nos marchés locaux. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que pour approvisionner une cuisine centrale, c'était pas possible. Donc, ce collectif est toujours actif. Il se fait plus de marché du terroir pour des raisons de temps et d'organisation, et ça, c'est les choix de personne. Mais par contre, il y a des idées d'achat de cuiseuses à betteraves à mettre en commun ou des choses comme ça. Ensuite, je dirais que maintenant, ce qui se passe dans les collectifs, c'est plus du travail entre des associations ou des entreprises existantes. C'est-à-dire que moi, je suis salarié à mi-temps sur le tiers-lieu de la maison familiale, qui est un centre de formation, et on fait des événements pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en termes de bâtiments, j'utilise toujours pour l'instant la partie existante donc des salles de la maison familiale rurale. Et pour la deuxième raison, c'est que le bâtiment qui va être dédié au tiers-lieu est en train d'être rénové. Normalement, ce sera bon avec une salle de conférence et un autre espace. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est, je dirais, les activités quotidiennes. Parce qu'on fait des échanges de savoir-faire entre associations. Par exemple, il y a France Alzheimer qui a besoin d'espace pour accompagner les aidants. Les aidants, c'est les personnes qui sont en lien et qui sont proches, la famille, souvent des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et donc, on a des sophrologues. Et donc, en échange de ces prêts de salle, on a des interventions de la sophrologue pour d'autres associations, des choses comme ça. Ce qui est difficile, donc ce que je disais en ce moment, c'est la récurrence. Il y a des événements qui vont être faits là, parce que c'est les formats qu'on a trouvés les plus cohérents. Donc, il y a un événement autour d'un projet multi-activité le 12 mai. Il y en a un sur la transition numérique. Et finalement, les membres du tiers-lieu, c'est des gens qui spontanément s'adressent à nous et on décide de faire un événement ensemble. Si je prends l'exemple du séminaire numérique, c'est un comptable qui est à 400 mètres des locaux actuels et qui m'a parlé, qui a parlé à d'autres personnes de la difficulté des toutes petites entreprises à dématérialiser leurs pièces comptables. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ça, on en fait quoi? On a fait un petit peu une enquête, on a questionné. En fin de compte, il n'y a pas que les toutes petites entreprises. Ça va être le cas aussi pour les agriculteurs, ça va être le cas même pour des plus grosses entreprises, pour des commerçants. Et on fait un séminaire sous format d'atelier. Donc ça sera le 13 mai, où il y a les chambres consulaires, une banque, ce cabinet comptable-là, plus un autre cabinet comptable, et il y a des parcours pour les agriculteurs, etc. Et c'est totalement gratuit. Donc, pour ça, tous les membres de l'équipe qui interviennent on a fait un budget en commun et chacun met une partie et on s'y retrouve dans la mesure où c'est utile pour le territoire, sachant que bien sûr, on a des prêts de matériel aussi de la commune, etc. Donc, si vous voulez, cette contrainte d'espace nous a fait travailler autrement et nous a fait travailler plus sous forme d'événements de journée. Alors, à chaque fois, c'est compliqué parce qu'il faut repartir de diagnostic un petit peu, voir si l'événement est pérenne, s'il faut continuer. Et c'est mouvant dans la stratégie d'action. Il y a 3 axes dans notre comité stratégique, dans le tiers-lieu. Il y a un axe autour de la solidarité territoriale, un sur la transition écologique, le numérique en transversal, et il y a un dernier axe qui serait insertion, emploi, formation. Le tiers-lieu n'existe pas en tant qu'association ou autant que SIC. Donc moi, j'ai repris des études en formation continue, en valorisation des territoires ruraux, c'est en géographie. Et le sujet de mon mémoire, c'est la gouvernance.
pour essayer justement de pérenniser ce tiers-lieu. Parce que actuellement, le tiers-lieu dépend uniquement de l'association Maison familiale rurale. Donc, sur les décisions financières, mon comité stratégique et mes comités de pilotage ou mes groupes projets un peu par action, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants financièrement. Donc, il faut trouver comment faire que la volonté de tous puisse être conservée et sans non plus aller à l'encontre des valeurs d'une association. Alors, ça peut être par un consortium sur cette partie-là avec d'autres associations, mais voilà, c'est mon travail actuel. Donc là, Benoît, si je comprends bien, vous êtes en plein questionnement, re-questionnement sur la gouvernance. Oui, parce que il y a en fait, et ça c'est déjà comment il s'appelait, je ne sais plus, la personne, Dorothée saura peut-être vous redire son nom, qui parlait de la coopération, qui disait que dans tout projet, il y avait 2 projets, mais c'est tellement ça, il y a l'équipe, c'est-à-dire l'équipe dans un tiers-lieu un peu salarié bénévole, et puis il y a la conduite des actions au quotidien. Et qu'est-ce qu'il faut privilégier? Qu'est-ce qu'on met avant quoi? Il faut toujours, quoi qu'il se passe, une équipe. S'il n'y a plus de membres, s'il n'y a plus de personnes qui passent, le lieu, il est mort. Donc, c'est ça qu'il faut privilégier. Et après, il faut aussi trouver le temps, concrètement, de faire les actions, de dire qui fait quoi quand on est avec d'autres entreprises ou des bénévoles qui, au départ, voient plus le lieu comme un lieu d'événementiel où moi, je m'occuperai de tout. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est presque une culture commune de travail ensemble, à coopérer, à trouver. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, il y a un couple de sociologues, les Beauvillard, qui ont fondé l'Interscope, et donc ils travaillent sur la coopération notamment. La coopération est un projet dans le projet. Voilà. Les tiers-lieux, en général, c'est d'abord en général aussi peut-être une aventure humaine et une coopération sur le long cours. Du coup, est-ce que peut-être tu peux nous dire un peu aujourd'hui quel est le noyau, donc toi tu es salarié à mi-temps, Oui. seul, et J'ai eu une stagiaire qui était en BTS avec moi et qui a passé plus de 2 mois enfin bref, un bon temps avec moi en stage et qui serait salarié à la rentrée, mais de mon association et pareil à mi-temps sur cette activité. d'accord. Voilà, en temps salarié, on va gagner un petit peu aussi. Et après, les bénévoles, j'ai un noyau dur dans le comité de 10-12 personnes. Et après, c'est des gens qui viennent quand même au départ, toujours pour leur intérêt et qui gravitent encore un peu. On ne sait pas encore ce qu'ils attendent, etc. S'ils viennent chercher un service, voilà. Mais j'ai 10-12 personnes qui viennent régulièrement. D'accord. Et donc, comment vous arrivez est-ce que vous allez vers les habitants pour chercher des nouveaux projets, ou en général, ça se fait tout seul, c'est plutôt les habitants qui viennent vers vous avec un projet et le collectif en discute pour voir comment l'intégrer? Souvent, c'est… Alors, oui. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que il y a un peu des deux. Quelquefois, c'est un habitant en particulier qui est aussi un acteur du territoire parce qu'on ne peut pas être que habitant. Forcément, les gens travaillent, ont une vie à côté, etc., qui viennent nous solliciter. C'était vraiment le cas pour le séminaire numérique. Pour le cas de la journée multi-activité avec les jeunes ou avec découverte de métiers, etc., là, c'est plus des membres d'associations, alors qui sont habitants aussi, hein, et finalement, c'est du travail inter-association, je dirais. D'accord. Donc, on en parle et on se met à plusieurs pour faire cet événement ou faire cette activité parce qu'on pense que c'est utile. Ce n'est pas toujours dans le même sens, mais c'est impératif d'avoir aussi cet échange parce qu'on n'arrive pas à impliquer les gens si on ne répond pas à des problématiques qui les touchent. D'accord.
Je vais peut-être encore aussi te poser une question qui sort un peu de ta problématique, Thierry, qui a été posée dans le chat. Alors, tu auras ta réponse. Je pense qu'on pourra aussi revenir sur cette question-là dans le temps commun. Mais pour toi, qu'est-ce qui différencie un tiers-lieu urbain d'un tiers-lieu rural? Est-ce que est-ce que ça va être juste le lieu d'implantation et le nombre d'habitants, ou est-ce que ça peut… Alors ça, c'est une très bonne question. Par exemple, Commercy, moi j'appelle ça par une oxymore, je dis que c'est une ville-campagne. C'est-à-dire que concrètement, dans son fonctionnement, elle a beau faire 5000 habitants, avoir quelques infrastructures de transport en commun, tout le monde se sert de sa voiture. Donc à partir de là, ça induit des modes de fonctionnement, ça induit des modes de travail, et finalement, aller dans un tiers-lieu, c'est vraiment un choix. C'est pas quelque chose sur le trajet du retour du boulot. Donc pour moi, c'est le territoire même et son fonctionnement qui fait, et son bassin de vie, je dirais, qui fait que c'est un tiers-lieu urbain ou un tiers-lieu rural. On ne peut pas différencier le tiers-lieu de son territoire, et sinon, vous pouvez avoir des lieux qui sont pas ancrés. C'est-à-dire, et ça peut se voir, hein, un collectif de néo-ruraux qui font des trucs super, mais qui ont du mal à se mettre en relation avec les gens du territoire. Et c'est compliqué, c'est parce que après, c'est presque des enjeux politiques, je dirais. Donc pour moi, ce qui différencie, c'est le lieu, c'est le mode de vie, et après, vous avez des tiers-lieux à la campagne qui sont très branchés, très sur la technologie. Ça dépend des gens qui est dedans. Voilà. Je ne peux pas répondre plus précisément. Et comme le précise Eric Rossi aussi dans le chat, il y a eu une étude de fait, le projet Portail, porté par Famille Rurale, qui a mis en évidence certaines caractéristiques rurales. Donc, je vous invite à aller voir un peu sur le site de la présentation du projet Portail. Vous aurez pas mal de ressources. Voilà, écoute, merci Benoît. Je ne sais pas s'il y a… Merci. Pas d'autres questions sur ta présentation pour l'instant, ça viendra peut-être plus tard. Je vais laisser du coup Jérôme prendre la suite avec Poitéron. Merci. Alors, tac. Hop. Et voilà. Alors, pour Poitéron, on boucle avec un projet qui nous est présenté à deux têtes. Donc, on va se focaliser là-dessus. Je vais vous laisser d'abord vous présenter et puis présenter le projet Pixine. Et puis, je reviendrai un peu sur cette ligne-là. C'est comment la commune a coopéré avec des acteurs pour mettre en place ce projet-là. Jean-Marie, je te laisse peut-être l'honneur en premier. Merci. Donc, moi, c'est Jean-Marie Houder, donc je suis maire de la commune de Poitéron. Et je vais vous présenter ça plutôt sous l'angle de la position de la mairie et comment ça s'insère dans la stratégie communale, voire intercommunale. Je suis accompagné par Thibaut. Thibaut, tu peux dire deux mots si tu veux. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'occupe le poste de coordinateur du projet donc pour l'association de territoire Famille Rurale des Crêtes Pré-Ardennaises, donc qui a la co-initiative donc du projet de tiers-lieu avec la commune de Poitéron. Donc, je vais avoir une entrée un peu autre que ce qu'on vient d'entendre, hein, forcément. Tout d'abord, en présentant déjà la commune, parce que c'est quand même ça le support du tiers-lieu et c'est ça qui sert à mobiliser des gens aussi. Donc, on a un bourg rural où il y a un peu tous les services, enfin, ce qu'on appelle un bourg-centre chez nous, et on a la chance de bénéficier d'une gare avec pas mal d'arrêts de train par jour, genre c'est 17 dans chaque sens, donc voilà, et d'un échangeur autoroutier. Bon, pas très peuplé, on a 900 habitants, hein, j'entendais beaucoup plus tout à l'heure, mais plutôt en augmentation. Et la stratégie communale, elle est plutôt orientée sur les questions, sur le travail, sur la participation, sur la préservation de l'environnement, de la biodiversité, sur le changement climatique, travail sur l'énergie aussi,
réduction de consommation et production d'ENR. Voilà ce qui fait qu'on est engagé dans des AU, dans Trame verte et bleue, territoire engagé par la nature. Enfin, on a un certain nombre de labels comme ça où on coche, et aussi dans un plan climat communal. Donc, pour moi, je dirais bien le tiers-lieu, c'est un peu un outil au service d'une stratégie, d'une dynamique. Donc, ça veut dire qu'il faut en avoir une, d'où l'importance de la commune dans le dispositif, me semble-t-il. Et le plus important, probablement, c'est de partir du projet de territoire, donc, de la commune ou de l'interco. Hein. Là, on est vraiment sur des projets qui ne peuvent pas se limiter aux frontières de la commune et qui vont forcément un peu plus loin. Et cette action du tiers-lieu, il faut qu'elle soit au quotidien en phase avec cette stratégie territoriale. C'est un peu, je dirais, le rôle politique et le rôle de veille que doivent avoir les élus. Thibaut, tu auras le droit de le dire après, si tu ne partages pas complètement. Donc, finalement, ce rattachement au projet de territoire qui a été validé par les élus, il permet l'adhésion au projet. Et même si on a un projet très novateur, parce que franchement, quand j'ai prononcé le tiers-lieu en 2019 à mon conseil municipal ou dans les réunions publiques, tout le monde a fait les gros yeux en disant « qu'est-ce que tu as encore inventé, où va-t-on » Mais le fait que ça s'intègre dans un projet de territoire, on arrive à leur caser là en disant « oui, c'est ok, c'est un mot nouveau, mais voilà la signification et ça s'intègre complètement dans ce qu'on fait. » Donc, ça le rend du coup bien acceptable. Un petit mot peut-être sur le partenariat entre associations et collectivités, donc en l'occurrence Famille Rurale et la mairie de Poitéron. Je dirais bien ça, c'est à construire au cours de la mise en place du projet, parce que finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les conditions de fonctionnement, les impératifs réglementaires, les responsabilités, le cheminement dans la prise de décision, enfin, tout ça, c'est vraiment très différent entre un fonctionnement associatif et un fonctionnement d'une mairie. Alors, voilà, donc au fil de l'eau, il y a vraiment toute cette coopération à construire. Alors après, ça reste un beau défi, mais où chacun doit bien rester dans son rôle et dans l'esprit de coopération et aussi de bienveillance. Voilà, il ne faudrait surtout pas que ça dérape, mais il faut y faire attention vraiment, parce que je pense que ça pourrait arriver si on ne faisait pas attention, de ne pas arriver sur des questions de compétition, de suspicion, des choses comme ça, y compris avec d'autres structures existantes. Par exemple, nous, sur le territoire, sur la commune, on a aussi une médiathèque, on a aussi une maison France Service. On voit bien que tout ça est un peu voisin, et voilà, il y a des points d'attention à avoir là-dessus, et on essaie d'y travailler. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'intérêt, c'est la vie et le lien créé par le tiers-lieu, d'ailleurs conforté par le sondage qui a eu lieu au début. Et donc, l'animation et la co-construction du projet avec les habitants et tous les acteurs locaux restent primordiales. Donc, si cette étape est réussie, moi je dirais bien, ben voilà, l'équipement il fonctionnera. En tout cas, là, c'est ma conviction. Et je pense aussi que le tiers-lieu se construit et vit aussi hors les murs. Faut pas, enfin, moi, en tout cas, je ne le vois pas comme attaché à un endroit bien précis avec un beau mur autour et qui fonctionne en vase clos. Je pense aussi que le tiers-lieu a je pense aussi, et Famille Rurale aussi, on est d'accord là-dessus, hein, que le tiers-lieu a une vocation éducative et émancipatrice pour tous les usagers. Donc, ce n'est pas un lieu de consommation, et c'est quelque chose à intégrer. Et un petit exemple pour illustrer ça, qui était un peu en amont du tiers-lieu, mais finalement qui fait partie de la démarche, c'est à propos de la jeunesse. Bon, la jeunesse dans nos territoires ruraux, je pense que vous serez d'accord, est peu mobile, que ce soit géographiquement, mais surtout socialement et culturellement. Et il y a des grosses différences entre les jeunes qui réussissent à sortir du territoire pour des études, etc., et une vraie fracture entre ceux qui restent pour un certain nombre de raisons et qui, du coup, sont un peu coincés là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on avait conduit une approche spécifique, qui est toujours en cours, d'ailleurs, qui n'est pas terminée, autour de la jeunesse et d'un groupe d'adolescents. Le besoin était d'assurer la transmission entre une organisation de la jeunesse qui était faite autour de jeunes qui étaient plus très jeunes, au final, et un groupe d'ados qui était encore un peu jeune pour le prendre, enfin, clairement, des mineurs, quoi, donc c'était un peu compliqué. L'autre enjeu, c'était de passer de la seule organisation d'événements, on va dire purement récréatifs, enfin, en gros, organiser la fête du village,
à un engagement dans des démarches plus ambitieuses, voire plus militantes d'éducation à la citoyenneté. Donc voilà, aujourd'hui, résultat plutôt positif, je pense que Thibaut, tu pourras le confirmer, puisque en ce moment, toute cette équipe est bien active au sein de ce qu'on appelle le comité citoyen, qui est chargé de réfléchir et de proposer des pistes d'aménagement pour le tiers-lieu. Alors après, concrètement, sur notre projet de tiers-lieu, ce qui a été un peu déclencheur, même si l'idée était déjà dans nos têtes avant, c'est l'opportunité foncière de récupérer l'ancienne halle à marchandises de la gare et de récupérer 9300 mètres carrés tout autour aussi. Et suite à ça, on a enclenché un cycle de réunions publiques sur l'utilisation possible de cet espace. Bon, la réflexion citoyenne a été plus rapide que les délais réglementaires et administratifs pour l'acquisition du lieu. C'est une réflexion qu'on a conduite en partenariat avec Famille Rurale et avec l'appui de la Banque des Territoires aussi. Derrière tout ça, il y a aussi, on le disait tout à l'heure, des questions d'hommes et de relations humaines. Et concrètement, il y a une belle entente qui s'est faite entre le directeur de Famille Rurale et moi-même, et la commune, ce qui nous a permis d'avancer. Donc, en voyant que la réflexion elle avançait bien, que les gens ils étaient prêts à s'investir concrètement pour de la réalisation dans le tiers-lieu, mais nous, que le bâtiment il était encore à peine acheté et donc et aucun travaux de fait, on a mis à disposition une salle qu'on appelle une salle de préfiguration qui s'appelle le Pixine, du coup, qu'on voyait plutôt dédié dans un premier temps à la médiation numérique et à un accompagnement des jeunes et des ados dans la ligne de l'exemple que je viens de prendre. Et cette mise à disposition a permis à Famille Rurale de répondre à l'appel à projet Fabrique des territoires et donc de pouvoir mettre en place ce lieu de préfiguration pendant une certaine durée avec des moyens dédiés importants, quoi. Pour conclure, peut-être un petit mot sur l'organisation prévue, parce qu'aujourd'hui, tout ça est en cours de construction. Entre Famille Rurale et la mairie, bon, il est aujourd'hui acquis que la mairie fait les investissements, c'est rachète le bâtiment, le terrain, ça, ce qui est fait, c'est signé, c'est bon, qu'elle réalise les travaux. Pourquoi ça? Parce que en fait, c'était la meilleure façon de maximiser les aides. Les collectivités ont... Enfin, aujourd'hui, la situation actuelle, ont accès à plus d'aides que ne pourrait l'avoir une association ou toute autre structure. Donc, l'idée, c'est d'acheter et de faire les travaux et ensuite de mettre l'équipement à disposition d'une structure qui sera chargée de sa gestion, bon, moyennement une petite location, enfin, on verra bien. L'idée étant, dans l'idéal, que sur une certaine durée, on puisse récupérer le reste à charge pour que ce soit une opération blanche ou quasi blanche pour la commune. Côté associatif, cette fois, bon, Famille Rurale va laisser, qui aujourd'hui porte un peu l'animation du lieu et à qui on délègue un peu cette animation et on délègue un appui pour voir comment on va construire le tiers-lieu. Il va laisser la place à une association dédiée, mais qui sera dans son réseau. Et cette association, elle aura pour objet d'animer Pixine, voilà, qui est en cours, et d'animer tout ce qu'est le dispositif pour la construction de la coopérative, que ce soit physiquement les travaux ou alors même humainement, enfin voilà, comment on habite le lieu. Et cette association se transformera ou initiera, enfin ça le choix n'est encore pas fait, en une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui nous paraît la plus appropriée pour gérer ce lieu-là, parce que ça permet un fonctionnement par collège et permet d'intégrer toutes les parties prenantes, donc collectivités, salariés, usagers, différents organismes, entreprises, enfin voilà, ça nous paraît intéressant pour ça. Et c'est aussi un fonctionnement coopératif, ce qui est pour nous essentiel aussi. J'espère que j'ai tenu en 5 minutes. Pas du tout, mais ce n'est pas grave. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je vais peut-être pas vous poser, parce que tu as déjà répondu à beaucoup des questions sur un peu le projet, sur la façon dont la commune s'est associée à Famille Rurale. Donc, je vais plutôt revenir sur 2-3 points que tu as évoqués qui me semblent intéressants, en commençant peut-être par le dernier. Cette question, le choix coopératif, et de façon générale, les choix que vous avez faits dans la menée du projet,
c'est plutôt que de prendre en régie, plutôt que d'être ordonnateur, organisateur et artisan d'une politique publique à partir du diagnostic que la commune a fait sur le territoire. Vous avez choisi à chaque fois de partager. Est-ce que ça, c'est un choix pratique parce que là, vous n'aviez pas les compétences en interne, la possibilité, ou est-ce que c'est aussi un choix d'arriver à faire un projet coopératif qui puisse, peut-être dans lesquels les habitants puissent s'inclure? Est-ce que c'est aussi le choix de partager la responsabilité, la stratégie? Oui, oui. Alors clairement, pour moi et pour le conseil municipal, c'est de dire la commune, elle a un rôle, elle a un rôle administratif, et ça, il ne faut surtout pas qu'elle en sorte, mais elle n'a pas compétence à mobiliser toutes les personnes et à faire naître des initiatives et à accompagner les initiatives de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on voulait bien séparer les choses. Et deuxième chose, un conseil municipal se renouvelle assez régulièrement. En ce moment, c'est moi, avec la politique que j'ai envie de mettre en place. Ça ne durera pas, hein, je ne suis pas éternel. Quelle sera la position après du nouveau conseil municipal, etc. Enfin, donc, dans ce sens-là, ça me plaît bien qu'on sépare les deux choses. Enfin, voilà. Et je pense aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont plus facilement se mettre dans un dispositif indépendant, associatif, pas du tout marqué par la politique municipale, plutôt que de rejoindre un projet qui sera en régie de la municipalité. Deux questions complémentaires. Une sur la question des financements pour ce genre de projet. Alors peut-être sans détailler, parce qu'on reviendra dessus dans la seconde partie du webinaire. Mais sur l'investissement, je te propose qu'on ne détaille pas, parce que c'est les montages les plus complexes. Par contre, sur le fonctionnement du lieu, tu as évoqué Fabrique de territoire. Est-ce que vous avez pu mobiliser d'autres types de financement Là, mais ça, Thibaut pourrait peut-être en parler mieux que moi, on est en réflexion et en construction pour un espace de vie sociale, donc qui nous assurerait déjà une partie de financement. On pense qu'il doit y avoir, alors tout ça reste bien à l'infini, mais il y a un petit modèle économique à monter, et il y a aussi des activités qui doivent être rentables au niveau du tiers-lieu dans son fonctionnement pour assurer un autofinancement. Et puis voilà, c'est en cours un peu ça. C'est pas urgent. Aujourd'hui, au niveau de l'investissement, on ne revient pas dessus, il y a un financement assez complexe, mais globalement, on couvre, enfin ça va aller. Par contre, dans le fonctionnement au quotidien, là, on a encore des choses à voir. Ok. Et une deuxième question, Thibaut, c'est… Oui, non, simplement pour répondre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet il est en 2 étapes. On a la préfiguration aujourd'hui qui est assez simple et on fonctionne beaucoup, réponse en appel à projet, et on est aidé sur le fonctionnement, tout simplement sur la labellisation fabrique de territoire. Demain, la locomotive, ce sera un projet qui sera de bien plus grande envergure et ça va nous permettre d'aller sur des champs d'action. Aujourd'hui, on est vraiment sur le numérique, le lien social. Demain, on compte aller sur des champs comme travailler avec les écoles, la formation, l'alimentation. Ça va nous permettre aussi de développer des choses sur lesquelles on pourra un peu plus développer le modèle économique. Donc, il y a vraiment en fait ce projet en 2 étapes. Aujourd'hui, c'est relativement simple à gérer, mais là, il y a tout le projet en cours finalement de préparation de la locomotive, avec, donc, comme l'a dit Monsieur Oudard, le VS et puis l'accompagnement qu'on va avoir tout simplement avec le projet de SIG sur le long terme de construction du modèle économique qui va se faire progressivement. Ça, c'est vraiment le travail en cours, c'est la transition. Et une deuxième question sur laquelle je pense qu'on reviendra après collectivement. Comment tu as parlé de diagnostic, je ne crois pas que tu aies utilisé le terme enquête, mais comment est-ce que vous recensez les besoins du territoire pour construire des activités qui répondent à ça? On a eu, à l'époque d'avant, c'était avant Covid, hein, sur l'année 2019, peut-être même fin 2018, je n'ai plus la date exacte, tout un cycle de réunions publiques où on disait, voilà, il y a un espace à construire là, qu'est-ce qu'on met dedans? Et on a eu une participation
plutôt importante d'habitants, d'artisans, de producteurs locaux. Enfin, voilà, chacun avait un peu avec ses idées. On a structuré un peu tout ça dans une grande rencontre qu'il y avait eu au mois de novembre 2019. C'est là qu'on avait eu l'accompagnement de la Banque des Territoires, d'ailleurs, qui était intéressante, enfin de Territoire Conseil. Donc, qui avait bien permis de travailler sur les besoins des gens. Alors, bon, il y a eu 2 ans un peu difficiles parce que forcément, on ne pouvait plus se réunir, donc ça a plutôt piétiné un peu. Ceci dit, c'est en train de bien repartir là, au travers du comité citoyen, on appelle. Bon, voilà, on est parti uniquement de ces rassemblements un peu citoyens et de l'expression de ces gens-là. On n'a pas fait d'enquête, on n'a pas fait d'entretien particulier, on n'a pas fait de choses comme ça. On en a fait, nous, dans la commune, quand je suis arrivé, enfin 2014, 2015, 2016, on avait fait des choses comme ça, des réflexions un peu collectives. Mais en gros, ce qui sortait, c'est les enjeux qu'on a aujourd'hui dans le tiers-lieu. Enfin, et c'est heureux, mais tout ça correspond un peu. Mais donc, aujourd'hui, on a le comité citoyen qui est une structure qui est assez ouverte, où il y a une participation intéressante et surtout, moi, ce qui me plaît bien, une participation avec des jeunes, il n'y a pas que des anciens là-dedans. Et c'est ça qui donne un peu les idées du tiers-lieu. On a aussi collaboré, enfin, on a eu la chance de travailler avec l'école Boulle, qui a fait des maquettes pour l'occupation des lieux, enfin, qui est venu, qui a regardé les lieux et de dire ce qu'il pourrait en faire. Et c'est un bel outil pour que les gens se projettent et voient ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. J'ai encore plein de questions, mais on n'aura pas le temps de les poser. On va basculer sur un temps un peu plus collectif d'échange, sur lequel on va être obligé de réduire un peu. Au lieu d'un quart d'heure, on va se laisser une dizaine de minutes. Donc là, l'idée, je vais ramener mes collègues avec moi, ou alors juste faire comme ça. C'est plutôt que de voir si, à l'évocation de ces 3 projets, vous avez des questions qui traversent un peu. Il y a la question des financements qui a été posée, des questions de gouvernance, de structuration sur lesquelles il y a eu pas mal de réponses. Louise, tu poses une question sur comment on tient les engagements bénévoles sur le temps long. C'est une vaste question. Voilà, je vous laisse. Vous pouvez soit les poser dans le chat directement, soit vous pouvez lever la main aussi. Vous avez une fonction pour lever la main et puis prendre la parole directement. Et ce que je vous propose sur ce temps-là, c'est que ce ne soit pas forcément nous ou les intervenants qui répondent aux questions, mais vous pouvez aussi, vous avez aussi des expertises là-dessus. Donc, on peut essayer de prendre 2-3 questions et d'y répondre collectivement. Alors, comment on constitue un comité citoyen? Je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question-là. Thibaut, Jean-Marie. Thibaut. Non, Thibaut, tu veux attaquer? On fait un comité citoyen. Donc, disons qu'en fait, donc c'est comme a dit Monsieur Oudard, quand le projet nous il était initié, donc on avait des réunions publiques en 2018-2019. Bon, moi, j'étais pas encore là. Mon embauche, elle a été permise par la labellisation Fabrique de territoire et donc elle était post-Covid, post-crise sanitaire. Il fallait un petit peu relancer la dynamique. Donc on est revenu simplement devant ces personnes. On a recontacté les personnes qui participaient aux rencontres publiques, les personnes qui fréquentaient régulièrement le tiers-lieu, et on leur a proposé de venir simplement. On leur a proposé des pizzas et puis une bière. Voilà, un soir. Donc, c'est parti d'un moment assez sympa. Et on a échangé, on a parlé de ce qu'on attendait du projet, ce que les jeunes voulaient sur la partie extérieure de la locomotive, le futur lieu. Et finalement, c'était dans un cadre convivial. Donc, un cadre convivial fait que les gens reviennent et que finalement, ils s'intègrent tout doucement dans le projet. Ça s'est fait hyper naturellement, en fait. Il n'y a pas de solution magique, mais oui. Un moment convivial, des bières et une pizza, pour nous, ça a fonctionné. Ouais, je te rejoins. C'est important la bière au départ. Hein. Ouais. Ben oui. Oui, et pour un partage d'expérience sur ce qui se passe dans plusieurs lieux et puis dans d'autres espaces citoyens aussi, un truc qui est important, c'est
de ne pas vouloir border à tout prix la démarche. En fait, il y a quand même, je voyais des questions sur le diagnostic, l'enquête, la participation des habitants, l'inclusion des habitants dans le pilotage ou l'animation d'un projet. C'est pas du tout la même dynamique. Vous pouvez pas, il s'agit pas juste de leur faire cracher une expertise d'usage, mais d'arriver à les impliquer, à ce qu'ils se motivent. Et concrètement, dans les études sur la participation citoyenne, il y a toujours une corrélation entre l'implication et le pouvoir. Plus vous donnez de pouvoir aux gens, de pouvoir d'initiative, de proposition, de décision, plus ils vont s'impliquer. Moins vous en donnez, moins ils vont s'impliquer. Ça, c'est ce qui est assez logique, hein, ce qui est un des ressorts majeurs. Donc. Et puis, ouais, des bières, de la convivialité, de la simplicité. Je pense que c'est aussi une recherche qui est assez récurrente de pouvoir dire, mais en fait, moi, je ne veux pas venir pour... je veux pas avoir à remplir tout un tas de prérequis. J'ai des idées, je veux venir, je veux pouvoir les partager, me sentir à l'aise. Peut-être s'il y a d'autres réflexions sur cette question-là de comité citoyen, de pilotage citoyen. Et bien, s'il n'y en a pas d'autres, on va prendre la question, remarque, réflexion d'Étienne. Oui, bonjour, merci. Merci pour ces témoignages très intéressants. Alors moi, j'interviens au titre du Césaire Grand Est. On travaille sur un agora qui sera organisé dans le cadre de la prochaine foire de Châlons le 6 septembre sur la thématique ruralité, territoire innovant. Donc, c'est pour ça que je me suis inscrit à votre webinaire aujourd'hui. Et ce n'est pas tant une question, c'est une question à la fois et à la fois une constatation. Le Césaire porte aussi le prix des solidarités rurales, qui fêtera d'ailleurs ses 30 ans également à cette même occasion. En fait, le constat qu'on fait, c'est que, donc vous parliez effectivement, le Grand Est, c'est une région avec une grande composante rurale. Et on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce territoire du Grand Est, il y a des territoires qui sont justement plus innovants que d'autres. On y retrouve pourtant les mêmes composantes, ce qui détermine la ruralité avec les questions de mobilité, d'isolement, d'éloignement, etc. Mais on voit qu'il y a certains territoires où les initiatives que vous avez présentées ce matin, finalement, prennent plus facilement que d'autres. Donc, j'avais l'impression finalement que ces initiatives, c'était la rencontre d'initiatives humaines, d'une dynamique territoriale avec des élus, comme M. Oudard a présenté, effectivement, qui sont une commune qui a envie d'eux, éventuellement une disponibilité de bâtiments qui facilite un petit peu les choses. Est-ce que c'est ça un petit peu le cocktail qui permettrait de fonctionner à certains endroits? Peut-être la dynamique des élus aussi, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a dans des endroits, il y a des élus qui sont un petit peu moins convaincus, qui portent un petit peu moins les choses, un petit peu plus, passéistes. Voilà, donc est-ce que c'est un peu ça le cocktail qui fait que ça peut marcher à certains endroits et que d'autres endroits qui présentent les mêmes caractéristiques, ça ne marche pas finalement, ou ça marche beaucoup moins? Je veux bien réagir rapidement et puis je vais laisser Jean-Marie réagir aussi parce qu'il a vécu et peut-être les autres personnes qui ont présenté aussi. Mais sur un point, ce qui est important à comprendre, c'est que le mouvement que constituent les tiers-lieux, c'est un mouvement politique. Je vais expliquer un petit peu mais c'est une façon de penser le soin d'un territoire, le soin de nos voisins, d'habitants d'un quartier, d'une commune. Et c'est ça qui est assez important et qui fait qu'effectivement, ça demande une vision partagée, de se dire les problématiques sociales, les besoins sociaux, les besoins d'un territoire, ce n'est pas quelque chose qui doit rester entre les mains et dont la réponse peut être portée uniquement par des autorités publiques constituées. Et donc, ça demande une vision partagée autour de ça, de se dire, et c'est des visions qui vont être plus ou moins partagées de façon différente. Ça peut être parce que des élus locaux constatent leurs difficultés à répondre tout seuls à ces besoins-là. Ça peut être parce qu'ils ont le souhait de partager
avec d'autres acteurs associatifs, avec des habitants. Mais c'est ça qui est le cœur, le moteur, et un peu la condition, à mon sens, de réussite de projet, c'est de se dire personne n'est capable de répondre tout seul aux défis de n'importe quel territoire. Et on a une société civile qui s'est constituée sur ces dernières décennies, qui a monté en compétences, en capacités. On a une société qui est plus éduquée que jamais, qui a des accès à l'information formidables, donc qui a une capacité d'initiative ahurissante. Et quand des pouvoirs publics prennent conscience de ça et se disent on va peut-être pas partager, on va peut-être pas décider tout seul de toutes les réponses, on va peut-être partager les constats qu'on fait et essayer de construire des réponses, et là, vous avez un chemin, en tout cas une entrée de chemin de réussite qui est assez intéressante parce que ça va libérer la capacité d'initiative. Et Jean-Marie, je te laisse Oui, donner aussi ton point de vue. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ajouterais finalement qui est mieux placé que les usagers pour savoir ce qu'ils ont besoin et comment ils peuvent répondre à leurs besoins. Je veux dire, certes, on est élu, certes, on dispose d'une autorité, mais au quotidien, on est usager comme les autres, mais on n'est pas représentant de chacun. J'ai la chance de faire partie d'un territoire, d'une communauté de communes qui sont les Crêtes Ardennaises, et la chance d'avoir beaucoup travaillé sur cette collectivité, sur ces questions de participation. Et je dirais bien, c'est dans notre ADN de cette Comcom depuis 20 ans maintenant, même plus de 20 ans d'ailleurs, de toujours associer les habitants à la co-construction des choses. Et moi, ça me paraît une entrée vraiment fondamentale. Mais cette entrée où les gens doivent participer, elle doit être aussi organisée, dans ce sens que le territoire peut impulser ou les élus peuvent impulser. Voilà, le choix de rentrer dans un projet alimentaire territorial, le choix de rentrer dans des démarches de transition de territoire à énergie positive, tout ça, effectivement, c'est impulsé. Si ça correspond aux besoins des usagers, ça collera. Sinon, il faudra revoir ses copies. Et le rôle qu'on a aussi, je crois, c'est que, OK, tout le monde est éduqué, tout le monde a des connaissances, c'est phénoménal. Par contre, on a besoin de s'éduquer au collectif. Et attention, le collectif, ce n'est pas une addition de propositions ou de souhaits individuels, c'est plus que ça. C'est de les confronter et de dire ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est ça, quoi. Voilà. Merci. Je disais juste aussi que de l'expérience qu'on a, nous, c'est qu'il y a aussi tous les besoins qu'on ne sait pas qu'on a, et que parce que des impulsions sont données, en fait, on se rend compte que, putain, on en avait besoin de ça et on ne savait même pas. C'est comme s'il y avait d'un seul coup de l'air qui rentre et on ne se rendait pas compte que la fenêtre était fermée, quoi. Et il y a aussi, c'est pour ça que je pense que les histoires de diagnostic, c'est important, mais c'est vraiment des diagnostics aussi sensibles et c'est aussi des formes d'audace à proposer des choses sans forcément être dans des tableaux Excel et des analyses, je sais pas quoi, enfin des trucs hyper analytiques, quoi. C'est aussi parce qu'on vit ici qu'on sent bien les choses. Enfin, voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Merci Anne-Laure. Eric, tu avais une réaction, une question aussi. Oui, non, c'est plutôt de réaction avec 2-3 éléments en plus. Je vais dans le sens de Jean-Marie par rapport. Moi, je pense qu'on a de nous observé, Dorothée l'a présenté en introduction, on a nous observé que le rôle important des élus, moi je retiens 2 mots, c'est des élus visionnaires et des élus facilitateurs. Et le positionnement des élus, parce qu'on voit que nous, sur tous les territoires qu'on a suivis, la question du positionnement de la collectivité et des élus et du maire en particulier est quand même assez, je dirais, essentiel ou complexe dans chaque projet. Le deuxième élément, c'est souligner le caractère structurant des politiques. On voit bien quand même que je dirais, ces initiatives locales, la structuration, le développement des tiers-lieux, ça va quand même avec des politiques de soutien et l'appropriation de ces politiques par les acteurs locaux.
On voit bien que dans des régions, je pense que vous êtes, il y a eu des amis au niveau de la région, il y a le pacte pour la ruralité, il y a donc un mouvement aujourd'hui de soutien au tiers-lieu. Ça a été le cas, bien sûr, de la Nouvelle-Aquitaine qui, historiquement, est dedans depuis 10 ans. Et on voit bien notamment les conseils régionaux s'investissent dans ces directions-là, avec ces objectifs-là, c'est structurant pour les porteurs de projets. Sur les territoires, on a beaucoup parlé coopération, c'est comment on développe cette capacité, cette maturité coopérative. Et moi, il y a un élément qui a été un peu effleuré par Benoît tout à l'heure de Commercy, c'est aussi le positionnement des néo-ruraux. On voit que sur pas mal de territoires, c'est eux qui portent ces projets-là. Et un élément aussi avec une certaine complexité, mais un élément clé, c'est comment le tiers-lieu va pouvoir fédérer ces différents groupes sociaux sur les territoires et comment la rencontre va se faire entre les néo-ruraux, les autochtones. Et on voit que ce n'est pas si facile que ça on l'a dit, il y a des projets très entrepreneuriaux qui sont portés par des néo-ruraux, qui sont des fois en décalage avec les populations locales, les besoins. Et sur je vous ai juste mis dans le chat, là, il y a un dernier numéro, c'est une petite revue qui est assez simple, qui s'appelle Population à venir, sur les territoires ruraux en France, des ingrédients pour l'innovation. Ça répond à la question et il est bien soulevé que les territoires, entre guillemets, qui réussissent, l'action citoyenne il y a du volontarisme autour de l'action citoyenne. Voilà. Merci Eric. Il y a quelques réactions dans le chat encore, mais on ne va pas pouvoir les prendre parce qu'on s'était quand même promis de consacrer du temps à une question qui est revenue régulièrement, c'est celle des accompagnements, des dispositifs. Peut-être juste avant de rentrer là-dedans, deux choses. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille activement en France sur la question des tiers-lieux. Donc, c'est plus récent que ça, cet engouement et cette dynamique d'institutionnalisation. Pendant les années qui ont précédé le passage sur grand écran, si j'ose dire, des tiers-lieux, il y a tout un tas de travaux collectifs qui ont été faits pour essayer d'identifier ce que c'était, ce qui est proposé. Une des dynamiques importantes et qui est primordiale, c'est la question des communs et de la communauté. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on puisse attaquer cette cartographie des dispositifs et des financements en gardant ça à l'esprit. C'est que vous ne pouvez pas faire un tiers-lieu à coût de dispositifs et d'impulsion d'une ou deux personnes. Ça nécessite toujours la constitution d'une communauté. Sinon, on fait des trucs très sympas. On peut faire des services publics augmentés, un peu plus ouverts. Par contre, cette dimension de participation, d'implication des usagers, des habitants, des acteurs, elle est consubstantielle à l'idée même de tiers-lieu. Je bascule sur la cartographie. Ce qu'on vous a proposé, c'est nous, on a commencé à cartographier. Et ce qu'on vous propose là, c'est dans le chat, en intervenant, de se prendre, on va essayer de réduire à 25 minutes à peu près, pour enrichir cette cartographie avec les dispositifs dont vous avez connaissance, avec ceux que vous identifiez, avec les parcours d'accompagnement que vous connaissez aussi. Hop, et hop. Alors, est-ce que vous voyez convenablement? C'est un peu petit. C'est un peu petit, on peut grossir un petit peu. Ouais. On peut aller sur l'accompagnement. On a divisé du coup en où est-ce qu'on trouve de la documentation de projets déjà existants. Donc, où est-ce qu'on va chercher de la connaissance, des exemples, etc. En dispositif d'accompagnement et puis en dispositif de soutien financier. Est-ce que Louise, Dorothée, vous voulez commencer à explorer un petit peu ça et à nous raconter un petit peu, parce que vous les connaissez mieux que moi? Oui, le vaste champ des dispositifs de soutien financier.
Vous avez vu, on a commencé par séparer le bloc investissement, fonctionnement, et puis donc plutôt une entrée publique aussi, subvention publique, des financeurs privés. Donc, c'est loin d'être exhaustif, donc on vous invite vraiment à ajouter des informations. Vous aurez bien sûr accès au board après le webinaire, pas de souci. C'est prévu qu'on vous renvoie toutes ces informations, mais également tous les liens qui sont dans le chat. Voilà. On vous fera un petit compte-rendu en bonne et due forme. Alors, sur la partie investissement, vous voyez, on a séparé les travaux sur les bâtiments à proprement parler de la sécurisation du foncier. On a pensé bien sûr à la CAF, il y a des appels à projets locaux, donc il faut un petit peu se renseigner selon votre territoire d'origine. Vous avez également des fonds leaders, donc là ce sont les GAL, les groupes d'action locaux. Je sais qu'il y en a certains qui sont présents parmi nous, qui ont ce portefeuille de subventions leaders, qui peuvent peut-être aussi vous accompagner. Vous pouvez vous rapprocher d'un animateur de GAL si vous êtes en territoire très rural. Également, les dispositifs d'aménagement, régionaux ou autres. On a pensé aussi à la partie un peu plus climaction. Donc là, on va être vraiment sur de la transition énergétique. Donc, si vous voulez aussi des aides un peu techniques, vous avez des chargés de mission climaction qui se trouvent en général dans les maisons de région, qui peuvent vous aider tant sur la partie financière qu'aide technique. Voilà. Sécurisation du foncier, c'est un petit peu moins mon domaine, mais on peut... ah oui, le dispositif des friches régionales, bon là, ça va être assez spécifique. Si vous avez un bâtiment en friche que vous visez, voilà, là, c'est des aides vraiment particulières, mais ça va rejoindre l'aménagement avec le fonds friche, quoi. Voilà, sur la partie fonctionnement, il ne faut pas oublier l'ADEME. Alors ça va aussi dépendre de quelles activités vous voulez mener dans le tiers-lieu, mais l'ADEME peut être... accompagne... j'ai plus le nom du dispositif en tête, mais il y a une aide sur le fonctionnement assez importante pour les postes, dans le cadre de l'économie circulaire notamment. Et vous avez aussi bien sûr la région, avec les initiatives territoriales, donc plutôt côté économie sociale et solidaire. Et les financeurs privés, le mécénat de compétences, qui n'est pas anodin, dans le cadre aussi de votre projet. Voilà, je vais peut-être laisser Dorothée commenter la partie plus documentation. Ouais, et sur les financements privés, il y a aussi les fondations, notamment oui, bien sûr. la fondation Orange. Donc sur le volet plus des dispositifs d'accompagnement, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres leviers. Alors, Léa, sur société numérique, alors, est-ce que tu peux peut-être nous préciser un peu ce à quoi tu penses? Parce que société numérique, c'est un chapeau qui recoupe pas mal de dispositifs. Et ensuite, il y a Cyril aussi qui avait des réactions. Mais Léa, est-ce que tu peux nous préciser peut-être à l'oral un peu ce à quoi tu penses? Ou à l'écrit, sinon. Ou à l'écrit. Et pendant ce temps-là, pardon, pas de souci. Et si tu peux nous préciser un peu à l'écrit, et Cyril, je te laisse réagir là-dessus. Merci Jérôme, désolé, j'ai été déconnecté quelques instants, donc je ne sais pas si Louise avait commencé à expliquer des choses côté région, mais en tout cas, voilà. Alors, côté région Grand Est, effectivement, donc, depuis 2016, on s'intéresse de près au développement des usages du service numérique, et c'est vrai que l'essor des tiers-lieux y contribue largement. Alors, on avait initialement un dispositif au titre du pacte ruralité qui permettait de soutenir ces tiers-lieux, et on s'est doté assez rapidement d'un AMI spécifique, donc un appel à manifestation d'intérêt,
Donc, une première vague avait été lancée sur 2019, et donc bon, il y a eu la crise Covid entre-temps, et ce qui nous a permis effectivement en 2021 d'allouer déjà des aides. Alors, c'est vrai qu'il y a eu parmi les lauréats, on a vu Simone tout à l'heure ou Poitéron, donc à peu près 35 premiers projets lauréats. Alors, nous, on intervient côté région en particulier sur les dépenses d'investissement qui permettent aux lieux de développer leurs activités, donc à la fois sur tout type de territoire déjà, que ce soit périurbain, urbain ou ruraux, et pour tout type de porteurs, avec un taux d'aide qui va jusqu'à 50% des dépenses éligibles et un plafond de 80 000 euros. Et effectivement, en fait, ce projet, cet AMI ayant connu un certain succès, il a été décidé de le reconduire en septembre dernier. Alors, on constate quand même que sur les premiers lauréats de l'AMI, et c'est l'objectif de la région, à peu près 50% des tiers-lieux qui ont été soutenus le sont implantés sur des territoires ruraux, et majoritairement par des porteurs de projets associatifs. Ensuite vient en fait les collectivités et seulement ensuite les privés. Donc ça nous permet de rétablir une espèce d'équilibre territorial. Et donc, comme je l'indiquais, l'AMI a été reconduit en septembre. Et là, donc, courant du second semestre 2022, on va essayer de redéfinir une liste de lauréats. Ça, c'est pour l'aspect en fait, financier. Alors, juste pour indiquer qu'on mobilise aussi des aides en complément des aides régionales sur cette AMI, des aides européennes FEDER. Donc, en fonction des types de projets, notre AMI permet, le cas échéant, de soit décider d'attribuer une aide régionale ou européenne, ce qui nous donne un effet de levier un peu plus important, évidemment. Et en parallèle de cela, c'est vrai que les relations avec le réseau des tiers-lieux, elles ont été prises dès l'origine du réseau. On continue à essayer de travailler ensemble, notamment à définir un cadre de partenariat, puisque le réseau est soutenu par l'État. On va essayer de faire de même côté région. Et on a aussi, avec un panel à l'époque de lieux qui étaient lauréats de l'AMI Grand Est, essayé de définir, alors ceci, comment dire, un objectif qui est issu en fait du Business Act Grand Est, qui est donc le plan de relance du Grand Est qui est intervenu suite à la crise Covid et qui repose sur 3 axes, sur le développement économique, le développement, la transition numérique et aussi tout ce qui est développement durable et transition environnementale. Donc, est ressorti une action qui consistait à mettre en place, en fait, donc à accompagner les tiers-lieux, mais aussi à les recenser et les labelliser. Donc, on a en fait élaboré avec un panel de tiers-lieux AMI, lauréats de l'AMI, élaboré un label, donc c'est le label tiers-lieu Grand Est. Donc, derrière ce terme, ce n'est pas du tout quelque chose de contraignant, c'est surtout, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des points communs au projet de tiers-lieu, une sorte de valeurs, de conditions en fait, qui les réunissent. Alors, c'est à la fois sur le volet de l'organisation du lieu, de l'animation du lieu, des ressources matérielles qui sont mises à disposition. Voilà. Et en fait, tout simplement, chaque tiers-lieu qui se revendique comme tel peut, sur le site dédié au label, poser sa candidature sur la base d'un simple engagement sur l'honneur à solliciter l'octroi de ce label régional. Et donc, ça ouvre en fait à un recensement sur une cartographie régionale, donc, qui est en ligne là, maintenant depuis le mois de mars. On a en fait une première vague avec une 50aine de premiers lieux qui ont été labellisés. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas encore fait la démarche, à la faire. Voilà. Et du coup, à travers cette cartographie, les lieux peuvent disposer aussi sur un volet extranet d'une fiche de présentation de leur activité, donc d'être reconnus, identifiés à l'échelle du Grand Est, de pouvoir poser des actualités, et aussi en fait, de pouvoir avoir une meilleure connaissance de par les publics cibles de ce qui se fait sur le territoire, et ça va directement, ça rentre directement en lien avec ce qu'on compte faire dans les travaux futurs avec le réseau, c'est-à-dire valoriser en fait l'existence de ces lieux et disposer aussi d'un outil de connaissance de ces lieux, qui est certes, c'est une première version, tout peut être amélioré, et y compris le concept du label lui-même. Voilà, en tout cas, je tenais à vous donner en fait cette information-là. Je mettrai dans le chat le lien vers le label régional et la carto. Et ça a déjà été fait, si jamais. Ah, d'accord. Et n'hésitez surtout pas donc à soit à candidater directement, ou alors alors vous avez un contact qui s'appelle numérique@grandest.fr si vous avez des suggestions, des questions ou autres.
Voilà, et puis, donc on va continuer sur cette base-là, notamment à travailler avec le réseau sur la cartographie, dans un esprit de mutualisation. Merci Cyril. Dorothée, on passe sur le volet accompagnement. Tout à fait. Ça a été cité un peu au cours des échanges. Effectivement, sur tout ce qui est l'ingénierie, c'est vrai que ça a été évoqué. C'est Anne-Laure qui en a parlé des DLA via les CRES, via les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire. Donc, le DLA, dispositif local d'accompagnement, notamment sur tout ce qui est la partie aussi diagnostic. Donc, les maisons de région, Clémentine vous a remis dans le chat des informations à ce sujet. De toute façon, on mettra, comme Jérôme l'a fait en direct, les liens qui vous permettront de retrouver ces sites-là. Et puis, Manufacture du Grand Est. Alors là, je connais moins, du coup, Je peux en mais tu dire veux peut-être quelques en dire un mots, mot? ouais, Ouais. et puis sur les accompagnements par le réseau aussi. Donc, Manufacture du Grand Est, c'est un dispositif qui est là plutôt fléché sur l'accompagnement de communes ou de collectivités et qui est un accompagnement long entre, je crois que c'est 3 à 18 mois d'accompagnement par une équipe dédiée qui regroupe des agents et agentes de la région et puis des intervenants extérieurs et qui permet d'aller vraiment en profondeur creuser le besoin, la démarche, le projet. On a effectivement les CCI, les Oui, CA et les CMA. j'allais rajouter. Après, c'est vrai que vous avez j'ai parlé de notre formation. C'est vrai qu'il y a des formations qui sont une formation action, hein, donc en termes d'ingénierie, on peut de notre côté aussi. Et puis, on le retrouve aussi dans la documentation autour de Portail et de notre expérimentation à Famille Rurale. Et j'invite aussi, c'est vrai qu'on a voulu mettre l'accent sur l'exploration. C'est vrai que tout ce qui est immersion, visite apprenante, effectivement, enfin, visite d'études, enfin, d'aller voir, d'aller Ouais. vers les tiers-lieux qui sont autour de vous et ces fameuses fabriques de territoire, c'est aussi très apprenant. Et donc, le réseau, Jérôme, vous organisez ce type de visite? Alors, on les organise. Non, on n'est pas très organisateur. Mais Non, mais en tout cas, c'est lié ouais, à le juste recensement, ouais. enfin, le postulat qu'on Ouais. a pris, c'est de se dire, enfin, il y a un constat, on a vu beaucoup d'acteurs choisir d'externaliser l'ingénierie de projet au départ, de se dire, bon, je veux faire un tiers-lieu, j'ai un lieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire appel à un accompagnateur ou à un DLA, ou alors je vais engager un consultant, un cabinet de conseil. Ce qui est une très bonne chose. Par contre, souvent, ça intervient à un moment donné où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire encore. Et là, c'est problématique parce que vous ne pouvez pas activer une démarche de conseil si elle n'est pas cadrée d'une vision claire des besoins, des attentes, de ce qu'on veut, de ce qu'on en attend. Sinon, c'est un peu jeté par la fenêtre. On a vu plusieurs accompagnements de ce genre aboutir sur pas grand-chose. Et donc, ce qu'on préconise, c'est plutôt de se dire, la première chose à faire, c'est aller voir. Aller visiter un tiers-lieu dans un territoire, peut-être de prendre le plus proche d'abord, ensuite de prendre un tiers-lieu dans un territoire qui ressemble au vôtre, avec des objectifs qui ressemblent à ceux que vous imaginez, d'aller discuter avec les gens. Donc, on n'organise pas ces visites. Par contre, on met en relation. Donc là, vous avez sur le site web du réseau une adresse qui s'appelle accompagnement@tierlieugrandest.org. Et donc, on a à la fois un dispositif d'accompagnement en interne avec de l'information collective qui permet de dégrossir un peu le sujet, de poser vos premières questions, et un système de mise en relation avec des tiers-lieux proches de chez vous ou alors qui vous ressemblent vraiment. Et ensuite, vous prenez votre voiture, vous embarquez vos élus, vos porteurs de projets, et puis vous allez vous balader. Voilà. Et ça, Vous ce facilitez, vous dispositif-là, ouais, organisez pas, mais vous facilitez quand même la mise en c'est œuvre. ça. On a un dispositif qui va un peu plus loin,
c'est un dispositif d'immersion là qui s'adresse plutôt vraiment à l'équipe projet, au groupe qui va vraiment piloter la démarche, où là, on vous propose d'aller pendant une semaine faire ce qu'on appelle du job shadowing, donc de l'immersion dans un tiers-lieu et de voir comment ça fonctionne au quotidien, quelles sont les problématiques que rencontrent les facilitateurs, facilitatrices, gestionnaires, animateurs, animatrices, etc. Et qui permet d'aller un petit peu plus loin. Et ensuite, on vous redirige aussi vers des accompagnateurs classiques. Ouais, Vie ma vie de tiers-lieu, effectivement. On devrait l'appeler comme ça. Et ça, c'est un dispositif qu'on a pu tester de façon informelle, mais qui est tout frais et sur lequel on a une dizaine de places par an. Donc, si jamais ça vous intéresse, que votre projet est déjà bien dessiné, n'hésitez pas à nous solliciter. Il existe effectivement de ce type de tiers-lieu. Nous, on a une fabrique de territoire dans l'Orne, en Normandie, où c'est un consortium de trois tiers-lieux, dont le co-living El Capitan. Peut-être il est assez connu au Tourail. Et justement, il propose ce type d'immersion où en fait, vous pouvez venir penser, écrire, imaginer, donc réfléchir sur votre projet en vivant dans ce tiers-lieu, puisque du coup, c'est de l'habitat partagé, en fait, avec des personnes qui viennent passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Voilà. Donc, en gestion complètement 100% par les utilisateurs, avec une équipe de bénévoles sur place. Alors, Monsieur Boiroux, Gilles, je ne sais pas si vous levez la main. Oui, c'est bien moi. Parfait. Eh ben, C'est gentil. Merci à toutes et à tous. Merci de cette belle réunion d'aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Gilles Boiroux. Moi, je suis du département de l'Allier, en plein centre de la France, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, et très intéressé par ces échanges. Nous sommes également fabrique de territoire, donc en consortium avec un autre tiers-lieu qui s'appelle le Mazier à Bourbon-l'Archambault. Et moi, je porte le projet d'un tiers-lieu flottant sous la forme d'une péniche à Moulins. Et en parallèle, je viens d'ouvrir un tiers-lieu expérimental en milieu rural, donc tout près de Moulins également. Et donc, nous, pour faire suite à cette discussion, on a pu mettre en place l'été dernier un format road trip, donc en allant à la rencontre de différents tiers-lieux de notre département. Donc, ce fut sur un schéma d'1 semaine environ. Donc, on a pu aller rencontrer différents tiers-lieux, que ce soit des foyers ruraux, des centres sociaux, coworking, différents lieux qui se définissent tiers-lieux, on va dire. Donc, c'était vraiment un moment très inspirant. Et le mois dernier, nous avons pu organiser un événement plutôt court, de 2 jours, qui s'est appelé Fête des tiers-lieux, FAITES, des tiers-lieux, où là, on a pu faire venir dans un lieu central du département différentes composantes politiques, structurantes, différents porteurs de projets, initiatives. Et c'était un moment très, très intéressant. Donc, il y a aussi des moments comme ça où on peut partager, soit aller en visite, soit depuis un lieu central, permettre l'émergence d'idées, partage d'expériences pour faire réseau, pour construire ensemble. Donc voilà, je voulais partager un petit peu cette expérience qu'on avait pu mettre en place et qui avait été une belle réussite. eh ben, merci. Alliant avec des conférences et des échanges pertinents. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis, rien. du coup, tu pourras transmettre nos amitiés à Charline au Mazier. Avec plaisir. Sur le volet de documentation, alors on vous a listé quelques espaces de documentation. Un point, c'est en fait la documentation des projets, c'est ce qui a fait l'écosystème des tiers-lieux. C'est l'idée de construire des communs. Ça veut dire, je fais quelque chose, je le documente, je le partage de façon libre et éditable, et quelqu'un va pouvoir reprendre ce que j'ai fait, le retester dans son coin, que ce soit un projet, une fabrication, une activité, et puis revenir sur la documentation et dire, voilà, moi j'ai testé, alors je vais rajouter des choses, je vais préciser certains trucs, je vais aussi vous partager des supports, des fiches d'action de projet. Ça, c'est illustré sur un espace qui est co-géré par une grande partie des tiers-lieux de France qui s'appelle Movilab. Donc, c'est comme Wikipédia. C'est un espace collaboratif et qui permet de documenter des projets de tiers-lieux et des projets dans des tiers-lieux aussi. Dans les autres espaces de documentation, on a Portail, dont on parlait.
Et ensuite, vous avez des choses un peu plus carrées qui sont très bien quand vous avez besoin de convaincre. C'est les documentations qui sont produites par le biais de France Tiers-Lieux. Donc, que ce soit la recherche sur les tiers-lieux, dont des synthèses sont produites de façon très régulière et très digeste sur le labo des tiers-lieux. Le rapport qui s'appelle des tiers-lieux pour faire société, il me semble, qui a été publié en fin d'année dernière par France Tiers-Lieux, qui est quelque chose d'assez costaud, qui est très très bien pour aller convaincre vos élus, vos collègues élus, pour balayer vraiment le panorama des tiers-lieux. Et le forum de France Tiers-Lieux, vous pouvez venir aussi poser des questions, donc qui est divisé en tout un tas de thématiques où il y a soit des questions ouvertes qui sont en cours de résolution, soit des choses qui sont déjà documentées. Non, bah, je suis en visio, c'est pas grave. Et puis, on parlait du label tiers-lieu et de la cartographie qui est liée. Donc là aussi, vous pouvez retrouver des projets proches de chez vous et puis voir un petit peu dans le détail ce qu'ils proposent, les parcs d'équipements de machines qu'ils ont. Je te laisse réagir, Benoît, et je rajoute ce qu'a mis Louise dans le chat. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur les réseaux. Alors, quand on est dans un tiers-lieu, on me dit, mais c'est quoi cet enjeu de réseau, etc. Nous aussi, on se pose les questions, et puis peut-être que tu pourras répondre un petit peu, Jérôme. Il faut bien avoir en tête que les tiers-lieux, je dirais construits à mauvais escient, mais ce n'est pas facile à caractériser, ça peut être un outil de marketing territorial, presque un tiers-lieu. Et il y a aussi un enjeu dans ces réseaux à pas faire que les tiers-lieux soient en concurrence. Pour moi, il y a un grand enjeu, ça fait partie de l'esprit tiers-lieu ou de mon esprit tiers-lieu. Et c'est pour ça qu'on construit des réseaux. Ce n'est pas qu'une forme d'institutionnalisation. Donc, je voudrais bien savoir un peu ce que les autres en pensent, etc. Parce que c'est encore une fois, même si j'aime pas utiliser ce mot-là, c'est des enjeux de pouvoir. Et il faut, c'est facile de dire il faut, mais il faut être vigilant à ça. Je peux peut-être apporter un morceau de réponse sur cet enjeu de ne pas être en compétition. Je pense que, un peu comme dans le milieu associatif, où c'est un enjeu qui est discuté de très longue date, c'est un espèce de piège dans lequel il est important de ne pas tomber, parce que concrètement, on parle de rien en fait. Le chiffre d'affaires cumulé de tous les tiers-lieux de France, ou la consommation de fonds publics de toutes les associations d'un département, c'est pas grand-chose. Et c'est quand on voit comment les politiques publiques sont construites qu'on se rend compte qu'en fait, pour l'instant, c'est des gouttes d'eau. C'est pas ça qui consomme beaucoup. Donc l'enjeu, c'est plutôt de voir comment on utilise ça, de voir comment on contribue, ce que disait très bien Jean-Marie, à des projets de territoire. Et dans ce cas-là, c'est pas une problématique. En plus, les tiers-lieux, en général, c'est des modèles économiques qui sont quand même très légers. Et c'est assez amusant de voir aussi cette professionnalisation du secteur, hein, parce qu'on a des gens qui n'avaient jamais touché à ça. Et c'est vrai que la première fois que tu vas demander 15, 17, 20 000 euros, tu as l'impression que c'est énorme. Bon, bah, si de l'autre côté, tu travailles dans la conception de politique publique, tu te rends compte que c'est pas grand-chose. Enfin, si on prenait les fonds cumulés de l'action de l'État, de la région, des départements, des collectivités sur la région, on arrive à des sommes qui dépassent, qui sont de plusieurs dizaines de milliards. C'est normal, ça fait partie de l'action publique. Mais du coup, je pense qu'il n'y a pas vraiment, il y a un enjeu de coopération sur le partage de pratiques, sur la mutualisation de postes, d'équipements, d'investissement. Ça, c'est ce qu'on essaye d'animer. L'enjeu de non-compétition, honnêtement, peut-être qu'il se posera à un moment donné. Il se pose de temps en temps dans des territoires urbains. En réalité, on ne le voit pas du tout aujourd'hui, en tout cas. Parce qu'en fait, on est plutôt en besoin de développer de nouveaux projets. Il y a énormément de place. Après, sur la mutualisation,
c'est ce qu'on essaye d'animer et je pense qu'on va y arriver de mieux en mieux dans les prochaines années. On a essayé de le travailler d'abord dans le modèle du réseau. On a choisi un modèle contributif où donc l'optique de base, et on est loin encore d'y avoir réussi parfaitement, mais c'est de se dire les fonctions support du réseau, elles peuvent être assurées par des tiers-lieux ou des acteurs des tiers-lieux et permettre de consolider le modèle économique d'un lieu. C'est-à-dire, par exemple, tu as un tiers-lieu qui fait de la formation, il a la capacité de dégager un demi-poste de chargé de formation. Dans le réseau, on a aussi des besoins d'animer de la formation, donc on peut arriver à cofinancer un poste. Ça permet au réseau d'avoir des professionnels qui l'animent, qui sont ancrés dans les tiers-lieux, qui y vivent, qui les font, qui les connaissent de près, et en même temps d'avoir un modèle économique qui soit assez solide. Et on a essayé de répliquer ça aussi, cette dimension collégiale sur la gouvernance. On a une gouvernance collégiale, il n'y a pas de présidence. Autour de la table, il y a au moins 2 autres membres du collège. Et on a tous le même pouvoir de décision. On est 11 pour l'instant et j'espère qu'on s'agrandira. Voilà, ça apporte des petits éléments de réponse. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à ta question. Mais du coup, l'idée, c'était aussi de se dire que Je parlais plus de la concurrence qu'il peut y avoir entre des territoires qui peuvent être voisins où il y en a un qui se dirait bah tiens, moi aussi, il faut que j'ai mon tiers-lieu, que de la concurrence entre tiers-lieux eux-mêmes. Ok, je vais laisser Jean-Marie réagir. Je crois qu'il a des choses à dire là-dessus. Oui, non, je n'avais pas compris la question dans concurrence entre territoires. Effectivement, on ne peut pas connaître ce que fait le territoire d'à côté. Par contre, au niveau local, nous en tout cas, on a eu cette approche-là. Pour nous, le tiers-lieu, il a un aspect très, très transverse et il doit respecter ce qui est fait par d'autres. Un exemple, la médiathèque, elle fonctionne très bien. Donc, il n'est pas question de lancer dans le tiers-lieu lui-même une activité de bibliothèque ou de choses comme ça. Il faudra que ça se fasse en collaboration avec la médiathèque. Il y a le rôle aussi, en fait, on a des approches, voilà, la médiathèque, c'est très vertical, c'est l'accès à la culture par les livres et par d'autres médias. Les associations sportives, c'est l'organisation de sport. France Service, c'est de l'aide aux habitants, voilà. Et tout ça est bien catégorisé. Le tiers-lieu, il vient un peu en chapeau là-dessus. Il faut que ce soit absolument en complémentarité, parce que du coup, il peut renforcer en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vois, il peut renforcer ces différentes structures, quoi, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est surtout ça que je voulais dire. Alors après, entre territoires, moi, après, voilà, il faut voir le périmètre qu'on lui donne au tiers-lieu. Nous, il est évident qu'il a vocation à être beaucoup plus large que les 900 habitants de Poitéron. Et d'ailleurs, on s'en rend compte. Et on s'en rend compte dans toutes les associations du village. Nous, en gros, quand on regarde, c'est un tiers qui vient de Poitéron, 2 tiers qui vient de l'extérieur, que ce soit fréquentation de la médiathèque, fréquentation des clubs sportifs ou toutes les associations. On est dans ce domaine-là. Et on sait qu'on couvre les 20 ou 25 villages qui sont autour. Donc, voilà sa dimension. Nous, en tout cas, dans notre structure, on ne va pas se poser la question d'un autre village qui va se dire « Ah, purée, après, tiens, ils ont fait ça, on ferait bien la même chose ». On est plutôt, je pense qu'il y a plutôt une adhésion des communes autour en disant « Ah, ben tant mieux, vous faites ça. Puis vous nous le faites sans le faire payer, c'est encore mieux. » Mais voilà, on est plutôt dans ces dynamiques-là. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Merci. Très bien, merci Jean-Marie. Donc, on va devoir conclure déjà. Donc, toutes les ressources là qui vous ont été présentées, il y a eu des choses de partager dans le chat. On va les rajouter, on va mettre les liens et puis on vous l'enverra avec l'enregistrement de ce webinaire sans souci. Peut-être pour la conclusion. Oui, juste avant, peut-être une toute petite réaction sur une question qui a été posée sur l'animation. Trouver du financement pour l'animation. Oui, moi j'ai répondu sur un des leviers de financement. Tu as peut-être d'autres. Non, juste de dire que c'est quand même, ça reste le plus compliqué aujourd'hui. Oui. Et après, de dire aussi que
ça demande peut-être un peu d'inventivité, de sortir un tout petit peu du cadre. La plupart des tiers-lieux ont des parties de financement public, mais il y a aussi des dynamiques de mutualisation, de contribution qui sont intéressantes à exploiter. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez un tiers-lieu, par exemple, avec des artisans et des professionnels. On peut tout à fait, et ça existe, imaginer des modèles où plutôt que de payer, la contribution, elle soit du temps dédié à Oui, l'animation, à la proposition de temps collectif, etc. Donc, le sujet de l'animation, la réponse, elle n'est pas forcément un poste financière, ouais. dédié avec un financement. En tout cas, ça peut être des complémentarités, même si le temps humain est quand même nécessaire et qu'il faut qu'il soit payé dignement. Mais il y a d'autres réponses qui peuvent être imaginées. Est-ce qu'on peut vivre du pilotage d'un tiers-lieu? On est quand même quelques centaines de professionnels à vivre soit du pilotage, soit d'autres activités dans des tiers-lieux. On a des lieux qui ont jusqu'à une vingtaine de salariés pour les plus gros. Bon, alors là, c'est clairement pas trop en milieu rural pour l'instant. Mais ouais, du coup, on peut en vivre. Est-ce qu'on en vit bien et à la hauteur des compétences qui sont déployées? Bon, ça, c'est une autre question. Mais qu'on est en train de creuser aussi, je pense que c'est un des gros chantiers qu'on va avoir au niveau national dans les années qui viennent. Très bien. Ce qu'on vous Merci. propose comme Oui, conclusion, voilà, pour conclure, vas-y Dorothée. on voulait vous demander à 2-3 personnes, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Concrètement, là, vous repartez avec quoi du coup, quand vous allez quitter ce webinaire? Qu'est-ce qui vous a impacté le plus? Avec quelle idée? Avec quelles ressources? Voilà, s'il y en a 2-3 personnes d'entre vous qui veulent bien s'exprimer sur ce que ça vous a apporté, cet échange ce matin et bien sûr, les apports très riches de nos intervenants surtout. Donc s'il y a 2-3 personnes qui veulent nous dire concrètement les pépites que vous remportez, que vous allez pouvoir garder en retour de ce matin. Je veux bien intervenir en Allez-y. 2-3 secondes. Moi, j'ai pris plein de notes puisque je suis en démarche d'études de projet pour la création d'un tiers-lieu. Et il y a plein de pistes nouvelles que je ne connaissais pas, que je vais pouvoir aller explorer, notamment dans tout ce que vous avez pu mettre en documentation, en information. Donc, ça va être des belles recherches de travail à pouvoir faire et qui vont sûrement m'apporter beaucoup de pistes. Et j'ai bien retenu aussi la pizza bière pour créer un comité citoyen. Ou jus, hein. Oui. Ça peut être aussi, on va pas que dire que le milieu rural. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il y a Carole aussi qui dit qu'elle, ça va être plutôt sur l'orientation des porteurs de projets. Alors, elle a répondu dans le chat. Ah oui, d'accord. Et moi, j'étais curieux. Alors, je vais désigner Désigne. Étienne, si vous êtes encore là. Du coup, vous êtes venu avec pas forcément un projet, mais plutôt cette démarche au sein du Césaire. Est-ce que vous voulez bien nous dire votre ressenti, avec quoi vous repartez? Cette question, moi j'étais ce que je retiens, c'est effectivement cette question de comment travailler la participation, c'est-à-dire on ne peut pas arriver avec quelque chose qu'on pose quelque part et qui ne va pas forcément être adapté et répondre aux besoins du territoire. Il faut qu'il y ait vraiment une dynamique installée avec les acteurs locaux. Alors, ça me va bien, parce que cette question de la participation, c'est vraiment quelque chose pour lequel je milite dans l'endroit où je me trouve. Mais voilà, si j'avais à retenir une chose, c'est effectivement cette connexion qui doit être faite entre peut-être à un moment donné, effectivement, une envie d'élu, mais pas uniquement sur la question, installer des financements. On n'est pas que là-dedans. Il faut aussi qu'on soit vraiment dans le lien, le travail, la relation humaine,
faire émerger des nouveaux besoins, comme ça a été dit à certains moments, et tout ce niveau un peu, oui, de l'humain, quoi, qui doit nourrir, qui doit vraiment nourrir le projet. Voilà. Et bon, pour être tout à fait transparent, sans jamais vraiment avoir porté un projet, l'association que je représente aussi, par ailleurs, est dans des locaux où pendant longtemps, j'ai essayé de travailler avec les propriétaires locaux et les décideurs, des locaux et les décideurs. Et voilà, je me suis bien aperçu qu'à un moment donné, si on n'arrive pas à un alignement planète, on a de grandes difficultés tout seul à faire monter des motivations et à arriver à quelque chose, à concrétiser quelque chose. Voilà. Donc, cette question d'arriver à faire aligner les planètes à un moment donné, je trouve qu'elle est, à mon sens, cruciale. C'est pour ça que la question du financement de l'animation m'importait aussi, parce que voilà, oui, effectivement, je pense qu'il faut que ça se porte aussi par des personnes qui vont créer ces réseaux-là, ces connectiques-là, ces mobilisations. Ok, merci. En tout cas, merci pour cette matinée qui était très, très riche. Eh ben, merci à vous. Une micro-précision, parce que je vois qu'on a quand même pas mal de gens qui ne viennent pas du Grand Est. Donc, on a parlé du réseau tiers-lieux en Grand Est, mais sachez qu'il y a des réseaux régionaux de tiers-lieux dans les autres régions de France aussi. Et que du coup, vous pouvez les interpeller, on se connaît très bien. Vous pouvez les retrouver sur la page réseaux régionaux de France Tiers-Lieux, qu'on vous mettra aussi dans la documentation. Et n'hésitez pas à vous en rapprocher. Voilà. Tout à fait. Eh ben, merci à Dorothée, Clémentine, Louise pour la préparation, à Jean-Marie, à Benoît, à Thibaut et à Anne-Laure pour les interventions, et puis à vous tous pour votre participation aussi. Et puis on vous souhaite une belle fin de matinée. Merci à tous et on vous envoie un petit mail